C'est toujours un plaisir de vous retrouver pour votre émission Le Tribunal de l'actualité sur Twi TV et en simultané sur Watt FM. Je suis Serge Kaboré, celui-là même qui préside ce tribunal en ce jour 19 juillet 2022. Et pour la présente convocation, je suis accompagné par le juge Inoussa Ouedraogo à qui nous disons bonjour. Bonjour Président, bonjour aux auditeurs, aux téléspectateurs. Pour la deuxième convocation de la semaine, 3 sujets ont été enrôlés. Il sera question de la double tentative de coup d'État sur le chef de l'État, le lieutenant-colonel Paul-Henri Sandaogo Damiba. En seconde partie d'émission, il sera question du nouveau mode opératoire des groupes armés terroristes à travers le dynamitage des ponts. Et enfin, en troisième partie d'émission, il sera question de l'incident survenu ce week-end au camp Nabakom. Voici planter le décor pour cette deuxième convocation et c'est parti pour les avant-propos. Alors, juge Ouedraogo, qu'est-ce qui retient votre attention pour la présente convocation? Merci Président. Moi, je veux m'intéresser à la localité de Seba, qui est une ville du Sahel, qui traverse en ce moment une période extrêmement difficile, comme c'est la plupart d'ailleurs des villes du Sahel, mais aussi du Burkina en général. Il y a 2 semaines, j'avais évoqué ici cette ville en indiquant qu'ils étaient pratiquement sous blocus. On m'informe qu'il y a un pont qui a été dynamité et que la ville est complètement isolée. Aucune possibilité d'envoyer des vivres et autres. Donc cette ville est laissée à elle-même. On parle de l'axe Kaya-Dori où le pont a été dynamité. On parle du pont qui a été dynamité aussi sur l'axe Waiguya-Gibo, Kungusi-Gibo, pardon. Mais il y a aussi l'axe Dori-Seba où un pont a été dynamité et les populations souffrent et lancent un cri d'appel qui semble ne pas être entendu malheureusement. Et c'est encore une fois de plus l'occasion pour moi d'attirer l'attention des autorités et de faire quelque chose avant qu'il ne soit trop tard. Cette population a assez souffert. C'est une ville qui a longtemps été abandonnée par nos populations et par nos autorités depuis des décennies. Et la situation sécuritaire est venue aggraver la situation donc, de cette ville-là. Et donc, une fois de plus, je voudrais insister auprès des autorités, s'ils sont à l'écoute, qu'elles fassent quelque chose pour cette ville-là, qui est en souffrance, où la population, comme on le dit, se cherche. C'est vrai que la situation est extrêmement difficile pour l'ensemble du pays, mais il faut faire en sorte que les populations de Seba ne meurent pas simplement de faim après que les terroristes les aient fait souffrir sur tous les plans. D'accord. Alors, on le disait en début d'émission, du mois de mai à juin, le chef de l'État burkinabé aurait échappé à 2 coups d'État. C'est une information qui émane du leader de la coordination pour une transition réussie, Pascal Zaïda, et qui, depuis lors, n'a pas été infirmée par les autorités. N'est-ce pas là une situation assez grave? Cette information est assez grave, très grave, quand on annonce dans un pays en proie déjà à toutes ces difficultés qu'il y a eu 2 tentatives de coup d'État en l'espace d'1 mois, sans qu'aucune autorité n'ait parlé. Le ministre de la Sécurité n'a jamais fait cas de cette situation. Le ministre de la Défense n'a jamais fait cas de cette situation. Le porte-parole du gouvernement n'a jamais évoqué cette question. Le président Damiba n'a jamais évoqué cette question, encore moins son premier ministre. Et c'est un député de l'ALT qui annonce comme ça au détour d'une conférence de presse que le président Damiba a échappé à un coup d'État, à 2 coups d'État, disons. Et c'est très grave. Qui a fait ce coup d'État? Est-ce des militaires ou est-ce des civils? En général, les civils ne peuvent pas faire de coup d'État. Ça veut dire donc que ce sont des militaires. Et ça laisse transparaître que notre armée est plus que jamais divisée, si c'est vrai. Parce qu'un coup d'État, c'est organisé, c'est planifié,
il y a certainement des militaires, officiers ou sous-officiers, etc., qui sont impliqués. Qui sont-ils? Il y a une obligation de rendre compte aux Burkinabés sur cette question-là. Parce que s'il y a eu 2 tentatives, ça veut dire probablement que c'est 2 groupes différents. Et que à la première tentative, on a arrêté certainement les auteurs. S'il y a eu une deuxième tentative, c'est qu'on a arrêté les auteurs. Ça veut dire que le tribunal militaire doit se saisir de cette question-là. Et que ça ne doit pas être laissé comme ça et passer comme une lettre à la poste. Sinon, il y a le risque que un matin, on nous annonce que des personnes ont été arrêtées et on met sur leur dos le fait qu'ils aient tenté des coups d'État. Moi, je pense que c'est une information assez grave pour qu'on ne puisse pas l'annoncer de façon officielle au Burkinabé. Oui, mais qu'est-ce qui pourrait justifier de tels agissements quand on sait que, à part ce qu'on connaissait entre factions militaires et police, où il y a eu des soucis à Kaya et dans d'autres régions, est-ce qu'il y avait des tensions dans l'air? Non, quand on parle de coup d'État, évidemment, c'est pas forcément parce qu'il y a des tensions entre des groupes. C'est une question aussi de vouloir prendre le pouvoir. Au moment où le président Damiba faisait son coup d'État le 24 janvier, ce n'était pas parce qu'il y avait des tensions entre 2 factions de l'armée. Non, c'est parce qu'à un moment donné, comme eux-mêmes l'ont dit, tirant leçon de tout ce qui se passait depuis ces dernières années, étant à l'écoute du peuple et face donc à la situation de décrépitude de notre armée, ces officiers ont décidé donc de prendre leurs responsabilités. Alors, s'il y a encore un coup d'État, c'est probablement dans la même lancée que les militaires vont décider de faire un coup d'État, soit pour enlever le pouvoir en place, ou en tout cas pour... c'est ça, il s'agit de remplacer ceux qui sont là. Et s'ils l'ont fait, si c'est vrai, il n'y a pas de raison que ces militaires-là ne soient pas arrêtés. Si ce n'est pas vrai, il faut que le député qui a donné l'information là, quand même, soit entendu. Mais ça ne peut pas passer comme ça, comme une lettre à la poste. Ce pays a vécu plusieurs coups d'État. Et on sait comment les personnes qui font le coup d'État sont traitées. Ils sont soit exécutés, ils sont soit arrêtés et emmenés devant le juge, et le tribunal militaire se saisit de cette question. Ça a été le cas, pour prendre les derniers exemples en date, ça a été le cas pour en 2015, lorsque le général Diendéré a fait son coup d'État. Il a été arrêté par la suite, il a été jugé. Après ça, on a accusé le colonel Barry de fomenter un coup d'État. Il a été arrêté, il a été entendu par le juge, il a même été détenu plusieurs mois. Et on ne sait pas quelle est la suite, mais au moins il a été arrêté à l'époque, entendu. Ensuite, on a accusé le lieutenant-colonel Zungrana de vouloir faire un coup d'État, une tentative de coup d'État. Il a été arrêté, présenté devant donc le juge militaire, et actuellement il croupit de ce que nous savons à la Maka. Bon, s'il y a eu 2 autres tentatives de coup d'État et qu'on ne nous dise rien, et que ces personnes n'ont pas été arrêtées, ça veut dire vraiment qu'il y a problème. Et nous espérons que soit le porte-parole du gouvernement, soit le ministre de la Sécurité ou celui de la Défense vont nous donner de plus amples informations dans les jours à venir. Et à défaut, certainement que le tribunal militaire nous donnera le maximum d'informations sur cette double tentative de coup d'État. Mais je dis que ça ne peut pas rester comme ça et qu'on ne nous dise rien. De 2 choses l'une. Soit le député à l'ALT raconte des histoires, soit il y a nécessité d'expliquer aux Burkinabés ce qui s'est passé. Au nom de la redevabilité, au nom de la transparence. Parce que, quoi qu'on dise, le président Damiba a prêté serment devant le Conseil constitutionnel. Il a été donc reconnu comme chef de l'État, comme président du Faso. Et donc, si des gens veulent attenter
à son pouvoir, bien entendu, il faut bien que ces personnes-là soient entendues, il faut que ces personnes-là soient jugées, il faut qu'ils soient, en tout cas, ils motivent les raisons pour lesquelles ils ont voulu attenter au pouvoir d'Amiba. Mais ça ne peut pas rester comme ça. Et ailleurs, on sait que l'opinion publique est informée à travers des communiqués sur de tels incidents. Et à l'encontre d'un régime militaire, c'est un civil qui donne les informations. C'est là que l'étonnement est profond. Oui, on a vu par exemple dans le cas du Mali, ils ont souvent communiqué sur des tentatives de coup d'État sur le président Goïta. Et le communiqué sort, il est clair, à la télévision publique, on donne l'information qu'il y a eu une tentative de coup d'État. Voici les officiers ou les sous-officiers qui ont tenté de faire le coup d'État. Voici ce qui est prévu pour eux. Soit, en tout cas, ils vont répondre devant la justice, etc. Mais on ne peut pas donner cette information-là vraiment de façon banale comme ça. Et comme vous l'avez dit, Président, ça vient des civils. Ça ne vient ni d'un militaire, ni, comme je l'ai dit, du ministre de la Sécurité ou de la Défense, ni du tribunal militaire. En tout cas, pour ce qui concerne notre pays, ces dernières années, toutes les fois qu'il y a eu ces tentatives-là, c'est le tribunal militaire qui donne l'information à travers un communiqué. Donc, on interpelle le tribunal militaire. Nous avons besoin de savoir, nous avons besoin d'avoir des informations. Ce serait bien que le tribunal militaire, en tout cas si il n'était pas informé de ce coup d'État-là, que Pascal Zaïda a annoncé publiquement à la presse, ce serait bien de saisir M. Zaïda pour qu'il donne le maximum d'informations au tribunal militaire. Mais ça ne peut pas rester comme ça, banalisé comme ça. Parce qu'un coup d'État, c'est quand même quelque chose d'assez grave. Tout à fait. Et en termes de communication, est-ce que le gouvernement de la transition ne devrait pas changer le fusil d'épaule? Vous avez un ministre porte-parole du gouvernement qui fuit les questions des journalistes à certains conseils des ministres. Vous avez un ministère de la Justice dont les techniciens, vendredi dernier, tout récemment, ont fui le tribunal de l'actualité à moins d'une heure de l'émission. Est-ce qu'il ne faut pas revoir la communication du gouvernement de transition? Je ne sais pas si le ministre porte-parole du gouvernement fuit les questions des confrères. À certains conseils des ministres, pas de questions, et il s'en va. Ça, nous en avons été témoins. Ben, si c'est le cas, il appartient au ministre porte-parole du gouvernement d'expliquer pourquoi il ne répond pas aux questions des journalistes, autant ne pas les inviter. S'il s'agit d'inviter les confrères et de ne pas répondre à leurs questions, ça peut paraître comme de la provocation, ça peut paraître comme du mépris. Ce n'est pas normal s'il le fait. Soit on n'invite pas les médias en leur indiquant que désormais, aux sorties des conseils des ministres, on ne donnera plus d'informations aux journalistes. Auquel cas ils se contenteront du compte-rendu du Conseil des ministres qui est public et dont tout le monde a accès, ou bien on les invite et puis on répond à leurs questions. Mais ce n'est pas dans l'habitude du ministre Bilgo de fuir les questions. Je suis surpris, mais dans tous les cas, il lui appartient de dire pourquoi il ne répond pas aux questions des journalistes. Il peut décider, il peut ne pas avoir des informations sur un sujet précis. Auquel cas, il peut expliquer aux journalistes que sur cette question, je souhaite que vous me laissez le temps de rassembler le maximum d'informations pour vous livrer cela les jours à venir ou les heures à venir, ou encore que véritablement sur cette question précise, le gouvernement ne souhaite pas pour le moment communiquer là-dessus. Ça peut se dire, les journalistes peuvent comprendre, à eux d'insister, de persister, mais décider tout de go de ne pas répondre aux questions des journalistes, ça peut paraître difficile à comprendre, mais c'est peut-être une stratégie de communication. Loin de moi l'idée de leur donner des leçons en matière de communication. Ils sont suffisamment outillés, ils sont suffisamment entourés, ils sont suffisamment bien entourés. Il leur appartient
de dérouler leur stratégie de communication. Ils ont un ministre en charge de la communication, ils ont tous les experts à leur service. Donc, peut-être que c'est un choix stratégique, peut-être que c'est leur façon à eux de communiquer comme cela. Je ne vais pas juger leur façon de communiquer, mais il faut constater seulement que c'est inopérant. Et le message a du mal à passer. Il leur appartient à eux de tirer toutes les conséquences, de tirer toutes les leçons et de mieux faire, parce que ce qui est attendu d'eux, c'est cela, qu'ils puissent donner le maximum d'informations aux Burkinabés et qu'ils puissent surtout dire la vérité, dire ce qu'il y a en temps réel. Parce que quand vous donnez une information assez tard, ça ne sert à rien. Vous devenez même par moments ridicule. Quand vous donnez cette information aussi assez tôt, bon, ça peut être difficile pour la suite. Donc il leur appartient de juger le tempo, de voir à quel moment il est utile et il est bon de sortir, mais décider de ne pas répondre aux questions des journalistes, ça vraiment, ça ne ressemble pas au ministre Bilgo, mais il lui appartiendra. Peut-être qu'un jour on aura l'occasion de l'avoir ici, de lui porter, de lui demander à savoir pourquoi justement il ne répond pas aux questions des journalistes. Mais dans tous les cas, pour ce qui concerne le cas précis du coup d'État militaire, double coup d'État que le député Pascal Zaïda a annoncé, je pense que les Burkinabés doivent en savoir davantage. C'est un droit pour eux de savoir ce qui se passe dans la vie de la nation. Toutes les fois que la situation a été suffisamment grave, les militaires nous ont communiqué des éléments d'information. Soit c'est à travers donc le COTN, soit c'est à travers le ministère en charge de la communication, soit c'est le service d'information du gouvernement, soit c'est à travers le porte-parole du gouvernement. Mais dans tous les cas, ils trouvent le moyen d'exprimer à la presse la réalité des faits selon eux. Il n'y a pas de raison donc on essaie de faire un coup d'État dans ce contexte-là et que personne ne pipe mot au Burkinabé. Justement, vous parlez du contexte. Les priorités du gouvernement de transition sont connues. C'est la sécurité. Les taux se resserrent sur plusieurs régions. On est pratiquement désormais à la limite de Ouagadougou, de Bobo-Dioulasso. Un coup d'État en l'espace d'un mois. Et on attend le chef de l'État par rapport à ce qu'il a promis sur les 5 mois qui avaient été annoncés. Quelles peuvent être les conséquences ? Ces deux coups d'État qui ont été fomentés. Est-ce que c'est vrai? Je ne sais pas. Mais toujours est-il que depuis l'information du député Pascal Zaïda, aucune information officielle n'a infirmé ou contredit ce qu'il a dit. En tout cas, quand on ne dit rien, ça veut dire qu'on consent. Si le gouvernement n'a rien dit par rapport aux allégations du député Pascal Zaïda, c'est que c'est vrai peut-être. Mais il leur appartient de donner de plus amples informations, puisque Pascal Zaïda n'a pas donné toutes les informations sur cette double tentative de coup d'État. Peut-être que les autorités militaires nous diront, effectivement, il y a eu tentative de coup d'État, c'est telle ou telle personne qui a essayé de faire ce coup d'État-là. Nous l'avons arrêté, voici ses complices, et nous allons les présenter devant les tribunaux. C'est vrai que c'est une situation difficile. Quand soi-même on a fait un coup d'État, c'est difficile de juger d'autres personnes qui font le coup d'État. Vous vous rappelez que le président Damiba lui-même a dit à Bobo que celui qui n'est pas content pour caricaturer, lui aussi il peut faire son coup d'État. Est-ce que c'est par rapport à ça que le gouvernement ne dit rien? Je ne pense pas. Au-delà de tout ce qu'on peut dire sur certaines sorties du président Damiba, je trouve quand même que 2 coups d'État en l'espace d'1 mois, c'est suffisamment grave et c'est suffisamment révélateur de la situation de crise au sein même de notre armée. Si cette information est vraie, ça veut dire que plus rien ne va. Déjà, on savait que la situation était extrêmement difficile. La situation sécuritaire est explosive.
on ne sait plus à quel sein se vouer, mais que dans ça, on est tenté par 2 fois de faire un coup d'État. Je dis que c'est grave et que nos autorités doivent nous exprimer et donner de plus amples informations. Par rapport à la situation sécuritaire qui se dégrade de plus en plus, depuis quelques mois, sur ce plateau, nous attirions l'attention sur le fait que la situation devient de plus en plus grave. Je parlais tout à l'heure de Seba à l'entame de l'émission. Aujourd'hui, on nous dit que Guibo est isolé complètement. On nous dit que Dori est isolé complètement. Et bien d'autres localités dont on ne parle même plus, qui semblent ne plus appartenir au Burkina. On dit que nous ne contrôlons que 40% du territoire, à chacun ses statistiques. Mais dans tous les cas, la situation est excessivement grave. Et au grand mot, le grand remède, moi j'ai la faiblesse de croire que ce n'est pas cela notre armée. L'armée burkinabé vaut mieux que ça. L'armée burkinabé est plus que ça. L'armée burkinabé peut faire face à cette situation sécuritaire. Cette situation n'est pas au-dessus de nos moyens. Cette situation n'est pas au-dessus de nos intelligences. Cette situation n'est pas au-dessus de nos capacités. Moyennant un minimum d'organisation, un minimum d'anticipation, un minimum de courage, une volonté de se dire la vérité et de se battre, nous parviendrons à surmonter ces défis-là. Ce pays a connu des situations difficiles, mais grâce à l'intelligence, à la sagacité, au courage, à la responsabilité de ses fils et filles, on est arrivé à surmonter ces difficultés. Rappelez-vous qu'en 1932, ce pays a été dépecé et partagé entre 3 pays. Une partie du Burkina a été cédée à la Côte d'Ivoire, une partie a été cédée au Niger et une autre partie au Mali. Donc la Haute-Volta n'existait plus. Et ce jusqu'en 1947. Donc pendant 15 ans, ce pays n'a pas existé. Ou du moins ça a existé, mais pas en tant que pays. Mais grâce à l'entre-gens de ses fils et filles, à l'époque, les hommes politiques ont eu leurs divergences. Parce que Dieu seul sait qu'il y en avait. Ils ont eu leurs divergences. Les chefs traditionnels, les chefs coutumiers, on avait dit à l'époque que le Naba de Waïguia et celui de Ouagadougou, le Moro Naba, ne pouvaient pas se rencontrer. Mais le Moro Naba Saga s'est déplacé. Il est allé à Waïguia, il a rencontré son frère de Waïguia. Ils ont discuté. Les chefs Peul, les chefs Bobo, partout, tous les chefs au niveau du Burkina se sont retrouvés. Ils ont discuté avec le colon. Ils étaient prêts à faire tous les travaux qu'on leur demandait, juste pour pouvoir reconstituer la Haute-Volta. Ils ont contribué fortement à la guerre pour montrer à l'époque à la France que nous sommes engagés et nous sommes déterminés à reconquérir notre territoire. Et après la Seconde Guerre mondiale, donc en 1947, la Haute-Volta a été reconstituée. Aujourd'hui, nous sommes face à une situation difficile. Et j'ai dit que nous avons les ressorts nécessaires pour faire face à cette crise. Pour peu que les uns et les autres taisent leur égoïsme. Pour peu qu'on se parle franchement. Pour peu qu'on comprenne que, au-delà de nos petites divergences, au-delà de nos querelles de chiffonniers, il y a un pays à sauver. Parce que nos petits-enfants nous jugeront et nos enfants nous jugeront demain. Qu'avons-nous fait quand le Burkina brûlait? Est-ce que nous avons passé le temps dans des querelles politiques inutiles pendant que le pays brûlait? Ou est-ce que nous avons su taire nos querelles, nos divergences pour aller à l'essentiel? En 2018, j'étais en Chine avec certains confrères. Les Chinois nous ont demandé, entre autres questions, quelle était notre religion. Ils demandaient à chacun, vous pratiquez quelle religion?
Certains ont dit qu'ils étaient musulmans, d'autres ont dit qu'ils étaient chrétiens, d'autres ont dit qu'ils étaient animistes. Ils ont dit tout ça, c'est très bien. Quand nous leur avons demandé, et vous, quelle est votre religion? Il y a un qui a donné une réponse qui m'a touché et qui m'a permis de comprendre pourquoi la Chine est à ce niveau. Il a dit, ma religion, c'est la Chine. Nous, aujourd'hui, nous prions et nous implorons Dieu. Et nous disons que nous sommes, par exemple, chrétiens. Nous avons donné notre vie au Christ. Sommes-nous prêts à donner notre vie au Burkina comme nous avons donné notre vie au Christ? Sommes-nous prêts à adorer le Burkina comme nous adorons Allah et son prophète Mohammed? Sommes-nous capables d'aimer ce pays, de se battre pour ce pays, de mourir pour ce pays, de taire nos égoïsmes pour ce pays, tel que d'autres peuples le font? Je pense que oui. Et le jour que nous allons commencer à comprendre que autant nous aimons nos religions, autant nous devons aimer notre pays, nous commencerons à sauver ce pays-là. Donc c'est une question de volonté, c'est une question de discipline, c'est une question d'organisation, c'est une question d'anticipation. Ce que nous vivons aujourd'hui n'est pas au-dessus des forces des Burkinabés. Ce que nous vivons n'est pas au-dessus de l'intelligence des Burkinabés. Il y a des hommes et des femmes dans ce pays capables d'apporter leur contribution à ce que nous sortons de cette situation. Mais tant que nous resterons là, comme des enfants autour de leur mère malade, qui sont tous des médecins, qui arrivent autour donc de la maman malade couchée et qui disent « Je suis un cardiologue, le problème de la maman est un problème de cardiologie et c'est laissez-moi le cardiologue m'en occuper ». Et le neurologue dit non, c'est un problème de nerfs. Laissez-moi m'en occuper, je vous montrerai de quoi, en tant que neurologue, je suis capable. Et le gastro dit non, c'est un problème de gastrologie. C'est moi, je dois m'en occuper. Et on est resté là à discuter, chacun voulant montrer de quoi il est capable, chacun voulant montrer son expertise, jusqu'au jour où la mère a tiré sa révérence. Est-ce que c'est ce que nous voulons pour le Burkina? Je ne pense pas. Ne restons pas là, chacun dans son coin, à être le spécialiste de quelque chose pendant que le pays est en train de sombrer. Nous devons nous donner la main, mais pas dans l'impunité, dans la vérité, dans la transparence, dans l'honnêteté. Nous pouvons sauver ce pays. Il n'est pas encore tard. Mais là aussi, il faudrait que ceux qui nous dirigent acceptent de comprendre en toute humilité que seul on ne peut rien. Et que le MPSR, reclus dans son coin, ne pourra pas sauver ce pays. Quelle que soit leur bonne volonté, ils ne parviendront pas. Ce n'est pas non plus un autre pouvoir politique, ce n'est pas non plus un parti politique qui viendrait sauver ce pays. C'est ensemble, dans l'unité, que nous parviendrons à sauver ce pays-là. D'accord, et c'est sur ces mots que nous passons au deuxième sujet enrôlé pour cette deuxième convocation. Il y a un nouveau mode opératoire des groupes armés terroristes, à savoir le dynamitage des ponts. En avant-propos, vous avez parlé de ce qui s'est passé à Kaya, au niveau du pont de Naré. N'est-ce pas inquiétant, juge Ouedraogo, quand on sait qu'il y a une tentative d'isolement de certaines régions du Burkina Faso? Non, c'est très inquiétant, c'est très grave ce qui nous arrive aujourd'hui. Je le disais, les terroristes aujourd'hui, ils sont perpétuellement en train de changer de méthode. Depuis le début, si vous avez remarqué, ils s'attaquaient à la police, aux préfectures, à la mairie, donc au symbole de l'État. Et ils disaient aux populations, nous n'avons rien contre vous, ce n'est pas vous que nous cherchons. Et par manque de vision, nous sommes restés là à accuser X, à accuser Y, à accuser Z, sans réfléchir aux solutions. Donc on n'a pas su circonscrire le problème dans sa dimension minimale à l'époque. Les choses ont continué. À un moment donné, on a commencé même à s'attaquer à des églises.
pour mettre en conflit les religions. Heureusement, grâce à l'intelligence de nos autorités religieuses, on a réussi plus ou moins à surmonter cela sans trop de casse. Et par la suite, les terroristes ont commencé à s'attaquer à des chefs religieux et coutumiers, pardon. Et ils ont tué au moins 2 ou 3 chefs coutumiers. Cela n'a pas, outre mesure, amené les chefs coutumiers à en faire une guerre de coutume. On a évolué à un moment donné, ils ont commencé à s'attaquer aux églises. On est resté plus ou moins, en tout cas stoïque, en ne tombant pas dans des erreurs d'appréciation. Et entre-temps, les terroristes sont même passés à un moment où ils piégeaient même des cadavres. On a vu des cadavres qu'on a piégés, et quand les militaires arrivent, ils veulent regarder, ils veulent retourner le cadavre pour voir ce qu'il y a. Le cadavre s'explosait. On a commencé ensuite à miner les terres. Donc il y a eu plusieurs processus, et les terroristes sont permanemment en train d'adapter leur méthode de lutte à la réaction que nos militaires, nos FDS donnent en face. Donc, à un moment donné, il nous appartient, nous aussi, d'essayer d'anticiper sur ce qu'ils font. Sinon, évidemment, eux, ils sont dans la perpétuelle réflexion, et on sent qu'ils sont méthodiques, ils sont organisés. Et donc, aujourd'hui, l'une des stratégies qu'ils ont adoptées, c'est l'isolement des localités. Il faut empêcher à tout prix nos militaires, nos forces de sécurité et de défense de se mouvoir à travers donc les territoires. De sorte à ce qu'aujourd'hui, s'il y a une situation à Dori, à Djibo, à Seba, on ne peut qu'aller qu'avec des hélicoptères, donc à travers le vol. Or, nos hélicos là ne peuvent pas véritablement aller apporter le maximum de combattants, le maximum de vivres, etc. Donc c'est pas la route que nos militaires bougent. Et aujourd'hui, si ces localités sont coupées, évidemment, nos militaires ne peuvent pas se mouvoir, nos populations ne peuvent pas se mouvoir. Donc il y a une volonté manifeste et réelle de désarticuler complètement notre pays. Et face à ça, il nous faut nous organiser. L'une des solutions, c'est la massification du recrutement. Nous avons 60% de jeunes dans ce pays-là qui ont moins de 35 ans. Ça veut dire que nous avons des forces que nous pouvons enclencher pour mener la guerre. Et qu'est-ce que nous attendons? Il faut que nos autorités lancent le là. Au lieu de recruter des VDP, il faut lancer un contingent spécial. Personne ne peut me convaincre qu'aujourd'hui le Burkina ne peut pas lever une armée de 100 000 hommes. Pourquoi on ne peut pas le faire? On peut lancer un contingent spécial. On peut se contenter aujourd'hui de 5 ministères pour gérer ce pays. Parce que nous sommes en situation de guerre. Nous avons besoin que l'éducation continue de fonctionner. Nous avons besoin que la santé continue de fonctionner. Nous avons besoin donc de l'économie et des finances pour lever les impôts. Et nous avons besoin d'avoir des forces de défense et de sécurité, donc une armée qui intégrera probablement les policiers, les forestiers, les douaniers et tout ce qu'il y a comme force qui s'ajoutent, qui font la guerre. Nous n'avons pas besoin aujourd'hui dans ce contexte-là de l'ALT. L'ALT peut être dissoute. Toutes les institutions là qui sont là aujourd'hui peuvent être dissoutes. Et nous mettons en place un conseil de guerre pour faire véritablement la guerre. C'est la seule issue. Sinon, on ne fera rien. Et ce pays-là, on va le perdre. Donc pour moi, il y a urgence. Et lancer aujourd'hui vraiment
un contingent spécial de 100 000 hommes est à la portée du Burkina. Et je suis sûr que si on rentre également dans une diplomatie militaire dans la sous-région, sur le continent, nous sommes capables de mobiliser des gens pour nous aider. Le jour de l'accouchement, il n'y a plus de honte. Le Burkina a aidé des pays qui étaient en situation de guerre. Sous la révolution, le Burkina a donné des armes aux Sud-Africains pour lutter contre l'apartheid. Nous avons donné des passeports aux Sud-Africains. Le Burkina a soutenu la lutte anti-apartheid. Aujourd'hui, l'Afrique du Sud ne refusera pas de nous rendre la monnaie de notre pièce. Pour peu qu'on s'organise, pour peu qu'on en soit demandeur, ils peuvent nous aider. À côté de nous, il y a d'autres pays qui peuvent nous aider. Si nous lançons l'appel honnêtement, sérieusement, ils peuvent nous aider. N'attendons pas que le pire arrive. On peut se dire, oui, ces pays-là voient qu'ils peuvent venir nous aider. Mais je dis non. C'est quand même le Burkina de Sankara. C'est quand même le Burkina de Norbert Zongo. C'est quand même le Burkina de Joseph Kizerbo. Ce pays n'a jamais connu de sécheresse intellectuelle. Ce pays a toujours eu des hommes et des femmes qui réfléchissent. N'inventons pas la roue. On nous a légué suffisamment de savoir, suffisamment de savoir-faire pour qu'on laisse notre pays tomber aussi bas. Aujourd'hui, nos universitaires ont écrit, ils ont fait des recherches, ils ont des solutions. Pour peu qu'on mette nos universités sur le pied de guerre, sur le pied de combat, nous avons des hommes et des femmes qui peuvent nous donner des solutions. Mais allons-y les chercher. Taisons nos divergences. Nous sommes capables de surmonter ces défis-là. Mais si nous restons divisés, si nous ne croyons même plus à nous, bien évidemment, l'ennemi prendra le dessus sur nous. Croyons en nous. Croyons en notre force créatrice. Croyons en notre capacité de nous mettre debout pour sauver cette situation-là. Et nous sommes capables et nous devons le rêver. Et nous ne devons pas nous contenter de le rêver, mais nous devons aussi agir. Je prends un autre dernier exemple sur la Chine. Il y avait un paysan chinois du nom de Yukong qui, à partir de sa case, disait qu'il veut voir le soleil se lever. Or, il y avait une montagne derrière sa case. Cette montagne empêchait Yukong de voir le soleil se lever. Et Yukong dit, je veux voir le soleil se lever. Il s'est levé avec sa daba, avec sa houe, pour niveler cette montagne qui l'empêche à partir de sa case de voir le soleil se lever. Les gens ont dit, Yukong est devenu fou. Yukong a dit, je ne suis pas fou. Je suis un Yukong. Et un jour, un Yukong verra le soleil se lever. Si moi, je n'ai pas pu réussir de niveler la montagne jusqu'à voir le soleil, mon fils le fera. Si mon petit-fils n'a pas réussi, mon arrière-petit-fils réussira. Et de génération en génération, un jour, un Yukong, à partir de cette case ou à partir de ce territoire, verra le soleil se lever. Aujourd'hui, la Chine est ce qu'elle est grâce à ce rêve. La Chine regarde le monde. La Chine regarde le soleil se lever. La Chine est brillante et au-dessus de tout. Je pense que le Burkina est capable de cela. Nous pouvons voir aussi un soleil nouveau se lever dans ce pays. Nous avons la capacité de le faire. Nous avons l'intelligence nécessaire pour le faire. Nous avons des fils dignes qui peuvent nous amener à voir le soleil se lever, à faire en sorte que ce terrorisme soit de l'histoire, à faire en sorte que ce pays soit reconstitué, qu'il retrouve toute sa plénitude,
qu'il reparte de plein pied vers le développement, vers sa prospérité. Nous sommes capables de le faire, pourvu qu'on accepte de le faire. Le jour où les Burkinabés diront oui, maintenant là, trop c'est trop, nous avons assez souffert, maintenant mettons-nous ensemble, regardons un soleil nouveau se lever au Burkina, les terroristes quitteront ce pays. Et déjà sur cette question de terrorisme, il y a le commandement du Théâtre national des opérations à travers son bulletin mensuel d'information qui annonce déjà des efforts qui sont entrepris pour réparer les ouvrages détruits. On parlait tout à l'heure du dynamitage de certains ponts. Ils annoncent également la surveillance des autres ponts. Est-ce que ça ne voudrait pas dire que l'on a un peu pris la pleine mesure du problème au niveau de nos forces de défense et de sécurité? Monsieur le Président, il ne s'agit pas de prendre un peu la pleine mesure. Il faut prendre l'entièreté de la mesure de la situation. La situation est excessivement grave. Et je l'ai dit aux grands mots, les grands remèdes. On ne peut pas faire du tâtonnement avec cela. Il s'agit de la survie de ce pays. Et on ne peut pas faire de l'à peu près. Il faut aller chercher le savoir partout. Il faut aller chercher le secours partout. Il faut aller chercher l'aide partout. Il faut fédérer les fils et filles de ce pays-là pour surmonter ces difficultés. Les ponts qui sont cassés là, c'est dans des localités. Il faut mettre sur le pied de guerre notre peuple. Notre peuple ne demande que ça. Si les gens sont assis, c'est parce qu'il n'y a plus de morale. Nous avons le moral à nos chaussettes. Tout le monde est déçu, tout le monde est découragé. On ne peut pas gagner la guerre dans le découragement et dans la déception. Ce n'est pas possible. Même nos militaires aujourd'hui sont fatigués. Ils sont en train de baisser les bras. Mais pourquoi ils sont fatigués? Pas parce qu'ils ne veulent plus combattre. Mais parce que le discours manque. Parce que les mots manquent. Parce que l'exemple manque. Sommes-nous en guerre au Burkina? Tant que nous ne répondrons pas à cette question-là, de façon vigoureuse, et ensuite nous demander qu'est-ce qu'il faut faire, mais nous allons continuer à patauger. La peur s'installe lorsqu'il n'y a plus d'espoir. Mais quand on a espoir que derrière les difficultés que nous vivons, nous pouvons vivre autre chose de meilleur, il n'y a rien à faire, nous surmontons notre peur. Et aujourd'hui, nous avons besoin de discours, d'exemples, d'actions qui nous fassent quitter notre torpeur pour aller de l'avant. Nous ne pouvons pas nous laisser consumer par ce feu terroriste. Sortons de notre peur, sortons de notre torpeur. Allons-y au front, montons au front. Mais ce n'est pas que du discours. Il faut aussi que nos autorités nous montrent l'exemple. En mettant vraiment, comme je l'ai dit, ce pays-là sur le pied de guerre. Nous avons des millions de jeunes qui sont au chômage, qui ont peur effectivement d'aller au front, parce qu'ils voient qu'on y va en se tuant en se laissant tuer comme des lapins. J'ai discuté avec un officier qui a dit que pour former des hommes et des femmes pour faire cette guerre-là, en 1 mois, même en 2 semaines, on peut mettre le minimum en eux pour qu'ils aillent au front. Et le reste, c'est sur le terrain que nous allons apprendre. Parce que quelle que soit votre qualité, quand vous êtes 5, 10, 15, 20 militaires, 20 gendarmes, 20 policiers dans votre camp, et que 200, 300 terroristes arrivent, ils tirent en l'air, ils tirent partout, ils font sur vous, c'est extrêmement difficile de s'arrêter. Donc ils jouent sur le nombre. Nous aussi, nous pouvons et nous devons massifier le recrutement. Quand nous aurons dans chaque localité 300, 400, 500 militaires,
ce serait fini pour le terrorisme. Et nous avons les hommes, nous avons la matière première. Ce qu'il nous faut, au lieu d'investir dans des grands chars qui nous coûtent des milliards, nous pouvons investir dans des armes individuelles, mais qui restent des armes de guerre, et nous ferons la guerre, nous gagnerons la guerre. D'autres peuples ont connu pire que ça, mais ils s'en sont sortis. Donc si nous nous organisons, j'insiste là-dessus, si nous anticipons, si nous taisons nos querelles et nos divergences, et taire nos querelles et nos divergences, ce n'est pas consacrer l'impunité. S'unir, ce n'est pas laisser tous ceux qui ont été en porte-à-faux avec la loi dans notre pays à un moment donné de l'évolution de ce pays, les laisser dans l'impunité. Ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Chaque fois qu'on parle de l'unité, d'autres nous renvoient, oui, à la réconciliation. Il faut laisser tout le monde. Non. Quittons la politique politicienne. Même dans les pays où il y a des guerres, il y a des prisons. Il y a des gens qui fautent et on les emprisonne. Et la prison, ce n'est pas l'enfer. Ça fait partie des dispositifs de nos pays. Donc, il n'y a pas de raison que quand on parle de l'unité, de la nécessité de se mettre ensemble pour mener la lutte, que d'autres répondent en chœur, oui, allons-y à la réconciliation, laissons tomber tous nos... Non. D'accord. Et en l'absence de ce discours rassembleur, de ce discours d'unité, est-ce qu'il ne faudrait pas un sursaut d'orgueil des uns et des autres? On a vu ces ministres qui ont accepté des salaires assez faramineux, on a critiqué sur ce plateau. Des citoyens de ce pays ont tout de même renoncé à une bonne partie de leur salaire et qui les remet à des orphelinats, qui les remet à d'autres personnes dans le besoin. Est-ce que l'orgueil ne devrait pas venir du Burkinabé lui-même si l'exemple ne vient pas d'en haut? C'est très difficile. Vous et moi, nous aimons ce pays. Les auditeurs, les téléspectateurs qui nous suivent aiment ce pays. Ils ont envie de se battre. Personne n'est fier de voir notre pays comme cela, en lambeaux, où l'économie est à terre, où certains ont du mal à s'obtenir un bon repas par jour. C'est de ça qu'il s'agit. Déjà que quand la situation n'était pas difficile, peu de Burkinabés arrivaient à se faire 2 repas par jour. Et aujourd'hui que la situation est comme ça, imaginez-vous. Il y a des milliers, des millions de Burkinabés qui n'arrivent pas à s'offrir ce luxe-là. Donc nous sommes tous face à une situation déplorable. On nous a dit de prier, nous avons prié. On nous a dit de cotiser. On a cotisé. Chacun a donné le peu qu'il pouvait. On a dit de collaborer avec les FDS. Les gens le font. On a dit VDP. Des volontaires se sont engagés. Malgré tout, la situation va de mal en pis. Mais l'un des problèmes que nous avons, c'est qu'il y a 2 Burkina. Le Burkina de ceux qui disent que nous, tout va bien, nous sommes en train de monter en puissance, nous sommes en train de nous organiser, nous allons vaincre très bientôt, faites-nous confiance, nous allons faire le bilan d'ici là et vous verrez que nous travaillons. Et il y a de l'autre côté le Burkina de ceux qui souffrent au quotidien, qui n'ont pas le sentiment, malgré les efforts que fournisse l'État, que l'État est inexistant, que l'État ne s'occupe pas d'eux, ne s'occupe pas de leurs problèmes. Il y a le Burkina donc des déçus, des frustrés. Le Burkina des gens qui calculent, des égoïstes qui pensent que c'est une belle opportunité pour eux de taper le maximum possible pour que le pouvoir s'effrite, pour que le pouvoir tombe définitivement. Et il y a le Burkina des patriotes qui pensent qu'il faut s'organiser, qu'il faut se mettre ensemble pour lutter contre le terrorisme. Donc face à tout ça, qu'est-ce que les citoyens lambda, honnêtes, patriotes, volontaires, qui veulent s'engager? L'engagement, ce n'est pas seulement prendre les armes et aller au front. Il y a plusieurs formes d'engagement. Chacun en fonction de ses forces
chacun en fonction de ses capacités. Parce qu'on ne peut pas demander aux gens non plus de donner ce qu'ils ne peuvent pas. Mais pour ça, pour organiser les gens, il faut un État. Il faut des hommes et des femmes qui montrent le chemin à suivre. Il faut des hommes et des femmes qui ne disent pas à leur armée, allez-y, mais qui disent à leur armée, suivez-moi. Parce que c'est ça le bon chef. Le bon chef, il montre la voie à suivre. Il dit, voici là où nous devons aller et suivez-moi pour qu'on y aille. Donc les gens ont besoin d'être organisés. Lorsque le 4 août 83, Sankara prend le pouvoir et qu'il appelle à la constitution des comités de défense de la révolution, on n'a pas mis la chicotte derrière les gens. Systématiquement, les gens se sont levés. Ils ont suivi. Avec toutes les limites qu'on reconnaît à la révolution, avec toutes les limites qu'on reconnaît au CDR, ils ont mouillé le maillot. Ils se sont organisés dans chaque quartier, dans chaque secteur, dans chaque ville, dans chaque village, dans chaque service. Les gens se sont organisés en comité de défense de la révolution. Bien entendu, tous les Burkinabés ne sont pas allés être CDR, mais des gens sont partis. Ils y ont cru. D'accord. Et ils ont pu faire des choses. Donc c'est possible que nous aussi, nos autorités s'organisent, lancent des appels, donnent confiance au peuple et méritent eux-mêmes confiance d'abord. Et ensuite, ils verront que quand ils vont appeler les gens vont se mettre debout, les gens vont s'organiser. Mais il faut un minimum de choses. Mais tant que l'armée, elle seule pensera qu'elle peut, elle se trompera et on sera toujours dans cette situation. Donc je suis persuadé que ce peuple-là est prêt, il aime son pays, il est prêt à s'engager, mais il faut un minimum d'organisation au sommet de l'État qui les implique, qui les engage, et nous vaincrons le terrorisme. Alors, juge Inoussa Ouedraogo, un mot sur le troisième sujet qui a été enrôlé pour la présente convocation. Énième incident aux abords d'un camp militaire au centre-ville. Cette fois-ci, ce sont les occupants d'un véhicule dont une dame, sa fille et sa nounou, qui se sont retrouvés dans la zone interdite du camp militaire Nabakoum. Est-ce qu'en termes de mesures aujourd'hui, il ne faudrait pas remettre sur la table l'inopportunité des camps militaires au sein de nos villes? On a toujours mené ce débat et on a toujours dit que ce n'est pas opportun que ces militaires soient toujours dans nos villes. On l'a toujours dit. Maintenant, en entendant même qu'on trouve une solution à ça, parce que la solution au tir que subissent les citoyens aujourd'hui dans nos villes-là, ce n'est pas véritablement que les militaires quittent. Ça, c'est un moyen, une solution à long terme. À court terme, là, il y a des choses qu'on peut faire. Et là, j'interpelle le chef d'état-major général des armées. Il faut vraiment qu'on trouve une solution à ça. Et ce n'est pas si difficile que ça. Il faut fermer totalement les routes qu'on ne peut pas emprunter à une certaine heure. Ce n'est pas sorcier. À travers des barbelés, à travers des barriques, il y a tellement de choses qu'on peut faire pour fermer entièrement ces zones où on ne peut pas passer à une certaine heure. On le voit dans d'autres localités, on le voit dans d'autres pays. On ferme de sorte que le monsieur ne peut même pas passer avec son véhicule. C'est aussi simple que cela. Sinon, si on va continuer, parce que nos militaires sont irrités, ils sont fatigués, ils sont stressés, etc., à la moindre occasion, quand un véhicule se présente, qu'on allume le feu, mais c'est grave. Pendant que les terroristes nous tuent, ceux qui sont censés nous protéger aussi nous tuent là-dessus, simplement parce que nous nous sommes trompés de voie. Il n'y a aucun moyen de faire des tirs de sommation. Il n'y a aucun moyen d'empêcher les gens d'être dans des zones rouges. Je ne pense pas. Il faut réfléchir à d'autres méthodes et il faut vraiment que le chef d'état-major s'implique. Il faut que nos autorités militaires s'impliquent afin que plus jamais on ait à tirer sur un citoyen simplement parce qu'il s'est retrouvé sur une voie jugée dangereuse pour nos militaires.
Et c'est sur ces mots du juge Inoussa Ouedraogo que nous mettons un point final à cette deuxième convocation de la semaine. Je rappelle qu'il était question à cette émission de la double tentative de coup d'État sur le chef de l'État Paul-Henri Sandaogo Damiba. En seconde partie d'émission, il a été question du nouveau mode opératoire des groupes armés terroristes, à savoir le dynamitage des ponts. Et en troisième partie d'émission, nous avons abordé l'incident survenu ce week-end au camp militaire Nabako. Merci au juge Inoussa Ouedraogo pour l'angle de regard et d'analyse. Merci à vous qui l'avez suivi. Merci à l'équipe technique à la télé comme à la radio. Ici, au tribunal de l'actualité, la rigueur d'une justice équitable s'applique sur tous les sujets enrôlés. Au revoir et restez fidèles au programme de Tweet TV et Watt FM.